Vous écoutez un podcast produit par l'association Les Fameuses, enregistré en juin 2023 à l'Opéra Gralin de Nantes. Delphine Sangu est enseignante-chercheuse et s'intéresse particulièrement aux luttes menées par les femmes en Amérique du Sud. Mariemta Moussanang est enseignante et réalise les podcasts Afrotopique et Modernité africaine. Léna Lazare est une activiste écologiste, porte-parole des Soulèvements de la Terre. Cet enregistrement a été réalisé quelques jours après la dissolution des Soulèvements de la Terre par le gouvernement. Cette dissolution a été annulée par le Conseil d'État le 9 novembre 2023. L'échange entre ces trois expertes, intitulé « Écoféminisme, nous le vivant », est animé par Clémence Levaux, coprésidente des Fameuses, et Marie Pouliquin, administratrice des Fameuses. Merci beaucoup à toutes les trois d'être avec nous. Je dis toutes les trois, vous l'avez sans doute vu sur le programme, on devait être 6 au plateau ce soir et Paloma Moritz a dû décliner pour des raisons multiples. Donc elle est bien désolée de ne pas pouvoir être là ce soir, mais on lui envoie des pensées. On vient d'entendre donc la chercheuse et activiste Myriam Baafou qui a exploré son lien personnel. Elle a commencé comme ça sa vidéo, son lien personnel avec la question des utopies féministes. On avait envie de vous retourner la question, quel est votre lien personnel avec la question des utopies féministes? Est-ce que c'est facile ou pas? Puisqu'on l'a entendu chez Myriam Baafou, c'était pas du tout une évidence en fait. Qui veut commencer? Allez, faut se lancer. Delphine. Alors, bonsoir. Merci Myriam. Pour moi, l'utopie, elle a toujours fait partie de mon adolescence. À partir du moment où j'étais adolescente, elle a fait partie de ma vie. L'utopie pour moi est féministe. C'est effectivement aller vers la réalisation de soi, tout simplement, en tant que femme. Et pour moi, elle a commencé par des lectures qui m'ont accompagnée toute ma vie, de Simone de Beauvoir, Toni Morrison, Marie Scondé, Françoise Daubonne. Voilà, donc pour moi, l'utopie, c'est une lecture, une filiation. C'est ma mère qui m'a donné ces lectures-là. Ma fille qui a 9 ans veut lire des textes féministes. Donc voilà. Donc c'est un accompagnement permanent. Enfin, ça a toujours été un peu là. Ça a toujours été. Léna Lazare, est-ce que vous pouvez dire pareil? Malheureusement, j'ai raté une bonne partie de ce qu'a dit Myriam, mais en tout cas, la fin de son intervention, ça a fait aussi écho à des choses que je vis depuis plusieurs années. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai beaucoup été dans des collectifs qui se battent donc pour un monde écologique, féministe, de manière assez offensive, mais en fait, derrière, il y a plein de choses qu'on crée en fait, pour faire en sorte que ces moments de lutte aient lieu, et aussi pour pérenniser en fait, les victoires qu'on obtiendrait dans nos luttes. Et c'est vrai que les espaces de lutte sont des espaces d'utopie, et elle parlait des zones à défendre, bien entendu. Bon, c'est pas facile tous les jours dans ces espaces-là. On se retrouve à être très nombreux, à venir de plein de milieux différents, avec des volontés de s'organiser différemment, mais c'est quand même des laboratoires d'utopie selon moi, et le mouvement dans lequel je me suis engagée dernièrement, et aussi l'installation agricole que je projette, pour moi ça fait partie de cette utopie-là, c'est-à-dire de se réapproprier par nous-mêmes nos moyens de subsistance, et de créer la société à laquelle on aspire, parce qu'on sait très bien en effet qu'elle viendra pas dans l'eau. Donc c'est très concret. Mariemta Moussanang, est-ce que c'est ce lien à la question des utopies féministes, est-ce qu'il est spontané? Alors ça va surtout, je vais m'inscrire dans la continuité du propos de Léna juste auparavant sur la question de la subsistance. Et là où je trouve ça, je commence à chercher un peu dans cette direction sur les différentes pistes qui existent dans les économies qui sont développées, pratiquées dans le sud global, et notamment des économies moi c'est surtout les mondes africains que j'observe, mais qui sont pratiquées aussi par les femmes, et qui sont des économies non pas de profit, mais principalement tournées vers la subsistance, et où le marché n'occupe qu'une place qui est celle qui est sa place en fait, c'est-à-dire la place des surplus. En fait, ce qu'on vend et ce qui crée le marché, c'est finalement c'est le produit de la récolte dont on n'a pas besoin pour se sustenter et tenir toute l'année. Donc ce que je retiens de l'intervention de Myriam, c'était 3 mots: la désertion, et l'horizon, et je crois l'expérimentation, et je crois que c'est un peu dans ces 3 idées-là clés qu'on peut construire des utopies féministes aujourd'hui. Merci. Léna Lazare, on parlait des soulèvements de la Terre tout à l'heure.
C'est le mouvement qui fait parler de lui malgré lui, on pourrait dire, qui fait l'actualité ces derniers jours, le gouvernement ayant décidé de dissoudre le mouvement mercredi dernier en Conseil des ministres. On avait envie de vous demander d'abord, comment allez-vous ? C'est vrai que j'ai ressenti beaucoup d'émotions différentes cette semaine. C'est toujours assez émouvant et quand même un peu triste de voir un mouvement comme ça qui prenait de plus en plus d'ampleur et qui justement touche à cette question des communs, de comment est-ce qu'on se réapproprie comme j'ai dit, nos moyens de subsistance via la lutte contre l'accaparement de l'eau, des terres, etc., qui pour moi est vraiment à l'origine du ravage écologique en cours et des inégalités qu'on constate dans la société. Mais c'est vrai que là, ce que je ressens, c'est plutôt de la colère et de la détermination, et ça m'a fait du bien de voir autour de moi que c'est ce qui ressortait le plus. C'est une décision politique, une dissolution. Elle peut être contestée déjà juridiquement, et c'est ce qu'on va faire, mais en fait je sais que quelle que soit l'issue des recours juridiques, on va continuer à lutter pour la terre, pour le vivant, et que ça va prendre des formes très multiples, et que pour moi en fait cette annonce de dissolution, elle est tellement injuste, elle est tellement antidémocratique, autoritaire, qu'elle a, j'ai l'impression surtout autour de moi, pousser des gens à s'engager en se rendant compte que c'était la seule issue, et je la vois pas comme quelque chose d'uniquement négatif. Vous pouvez nous donner les étapes à suivre, j'allais dire post-dissolution, puisque effectivement il y a des choses qui sont enclenchées là et qui peut-être pourraient annuler la décision. Comme je l'ai dit, c'est une décision politique qui n'est pas... après, il y a des lois injustes dans ce pays, notamment la loi... cette dissolution, elle s'appuie beaucoup sur la loi séparatisme, donc qui est une loi islamophobe, raciste, qui a permis déjà plein de dissolutions très injustes d'associations. Et j'aime bien rappeler que les premières associations qui ont été visées, c'était les associations musulmanes, et qu'on voit bien que le gouvernement a d'abord commencé à s'attaquer aux mouvements sociaux avec cette offensive raciste là. Ensuite, nous donc on va porter un recours un recours suspensif au Conseil d'État. Le Conseil d'État n'est pas la cour la plus neutre non plus. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais donc on va essayer d'obtenir une suspension d'1 an de cette décision. Donc ça permettra déjà au mouvement de vivre encore 1 an, et ensuite on va porter un recours au fond. Et si ce recours au fond ne fonctionne pas, on est un peu dans le flou quand même, parce là les dernières dissolutions, elles arrivent juste après la loi séparatisme, donc on ne sait pas trop comment ça va impacter sur ce qu'on nous reproche et comment on peut être dédissous. Mais sinon, on ira jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, parce que, heureusement, pour l'instant, au niveau de l'Union européenne, on a quand même davantage de liberté d'association. Et je rappelle d'ailleurs que la dissolution, elle a été dénoncée par la commission, la commission des droits de l'homme de l'Union européenne, si je dis pas de bêtises au niveau du nom de l'institution, désolé, et par l'ONU. Donc on voit que c'est quand même quelque chose, même au niveau du droit européen, international, qui est très très décrié. Il nous semble justement que ce combat, et puis celui de nombreux autres collectifs écologistes, ça s'inscrit plutôt dans une démarche portée par l'utopie, justement. Et on voit bien que cette utopie, elle ne fait pas consensus. Et même que ça révèle une adversité très forte, et y compris institutionnelle, comme vous l'expliquez bien. Quel coût ça a pour vous, peut-être personnellement, vous l'avez évoqué un petit peu, et qu'est-ce qui fait que ça vaut le coup de continuer ? Ok. Sur la fois. C'est sûr que on savait en fait, on le sait dans nos luttes, que quand on commence à déranger, il y a répression d'État, il y a criminalisation, etc. Mais on sait qu'il faut continuer déjà parce que je souhaite de rester sur une planète habitable pour le plus de personnes possibles, et qu'il y ait le moins de souffrance possible sur cette terre lors des années à venir. Et on sait très bien en plus que malheureusement tout ce qui va être lié au dérèglement climatique, ça peut nous amener dans des dystopies justement autoritaires, etc. Et donc c'est sûr qu'on va continuer à se battre. Après on peut le faire de plein de manières différentes. Les soulèvements de la terre, c'est vrai que c'est un mouvement qui a surtout été connu parce que on va faire des occupations pérennes de terre, et aussi qu'on fait des actions de désarmement, donc c'est-à-dire de démantèlement d'infrastructures polluantes, en se disant ok, le droit, faire pression sur les politiques, ça marche pas, mais en fait ces industries qui nous tuent, on va les démanteler tous ensemble 2 jours de manière collective, festive,
parce que c'est notre seule manière en fait de survivre sur cette terre. Et donc ça, c'est sûr qu'on va continuer à le faire, mais après, c'était intéressant ce que disait Myriam aussi, parce que je pense que les alternatives radicales, elles font aussi partie de l'utopie, et qu'on peut aussi s'engager de cette manière-là, et que, en tout cas, les soulèvements de la Terre, ça s'inscrit aussi dans tout cet écosystème de lutte radicale. On ne dissout pas des soulèvements. Delphine Sangu, vous considérez que les mouvements écoféministes, disons, parmi les plus inspirants, se trouvent aujourd'hui en Amérique latine. Or, au sein de ces mouvements, il y a aussi des femmes qui luttent, parfois au péril de leur vie, pour faire aboutir leur combat. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord peut-être ce qu'on met derrière écoféminisme, parce que c'est pas si simple que ça, et nous donner un ou deux exemples très concrets qui vous inspirent. Alors, le mot écoféminisme, effectivement, mérite qu'on s'y arrête brièvement, parce que le sens n'est pas le même ici en Europe par rapport à l'Amérique latine dont je vais parler. Alors déjà, le mot écoféminisme naît sous la plume de Françoise d'Aubonne, en 1974, dans un essai, Le féminisme ou la mort. Voilà. Et c'est 4 ans plus tard, en 1978, qu'elle va développer sa pensée dans un ouvrage qui s'appelle... j'ai oublié. Voilà, exactement. Voilà. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'elle fait tout simplement? Elle va articuler elle va faire un constat, elle va mettre en parallèle l'oppression subie par les femmes dans une société patriarcale, elle va articuler cette oppression-là à la destruction de la nature par les hommes. Voilà. Et moi, ce qui m'avait vraiment fasciné dans ces pages, c'est qu'elle travaille en particulier sur la question de la maternité. Elle dit, voilà, on demande aux femmes de faire des enfants comme les hommes exploitent la nature. Donc elle fait vraiment le lien dans cette société capitaliste qu'elle définit comme étant, par son millimitisme. Voilà, et elle a écrit de très belles pages là-dessus. Elle dit, voilà, dans tous les textes religieux, on incite, on exhorte les femmes à faire toujours plus d'enfants, comme les ressources naturelles sont gaspillées, de manière illimitée. Exactement, illimitée. Alors, en Amérique latine, en fait, ce mot, il n'existe pas. Je suis désolée. En fait, on parlera plutôt d'activisme environnemental des femmes. D'accord? De quoi s'agit-il? Il s'agit effectivement de mouvements de femmes. Alors, Myriam parlait à un moment donné de communautés, effectivement, de territoires. Donc des femmes dans des quartiers ou des zones populaires ou rurales qui vont à un moment donné se lever vraiment pour mener un combat contre une injustice environnementale. Donc, effectivement, au péril de leur vie. Donc, un exemple très concret, au Honduras, depuis plusieurs années, a lieu un combat très dur mené par des femmes de la communauté Lenca, une communauté autochtone, qui se battent contre l'implantation sur leur territoire d'un barrage hydroélectrique. Pourquoi est-ce qu'elles se battent? Parce que ce barrage-là dessécherait leur territoire. Donc la question est vitale. La leader du mouvement, Berta Cáceres, a été assassinée il y a 7 ans, en 2016. Le combat est repris par sa fille. Et ce combat-là, qui est très dur, est aussi une utopie parce que toute cette communauté-là a créé un site internet lié à leur organisation où elles mettent en commun, tout à l'heure c'est un mot qui a été employé, eh bien, des textes sur la santé des femmes, des ressources. Enfin, il y a une vraie communauté qui se crée en lien avec ces questions. Et on retrouve là la question de l'autogestion, on retrouve aussi les questions d'intersectionnalité qui sont très importantes et dont on a parlé quasiment depuis le début de l'après-midi. On l'a dit en introduction, Delphine Sangu, vous avez commencé, vous, par étudier la littérature espagnole du XVIIe siècle. Qu'est-ce qui vous a conduite Pardon, on a tous un second chance. Du coup, on va essayer de faire le lien. Quel est le lien? En fait, non, mais qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ces mouvements-là, révolutionnaires, écoféministes? Et qu'est-ce que ça change, en fait? Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, ça vous porte, ça vous transporte. Parfois, ça vous exclut aussi. C'est un autre sujet, peut-être, mais... Quel est le lien? Comment vous avez parlé? Alors déjà, j'ai adoré mon sujet. Je travaillais donc sur effectivement les femmes en Espagne au XVIIe siècle, sur la question de la norme et de la transgression au féminin. Et j'ai travaillé sur le théâtre politique, le théâtre historique,
j'analysais les mécanismes du pouvoir et comment est-ce que les personnages féminins de Rennes se positionnaient par rapport aux mécanismes de pouvoir. Vous n'allez pas être surprise des surpris, elles en étaient exclues. Et cette exclusion-là, elle l'a payée, c'est ça qui m'a vraiment frappée. C'était vraiment, elle le payait au prix de leur vie. C'est-à-dire que les personnages féminins de Rennes étaient violés, tués, faisaient l'objet, on dirait aujourd'hui, de violences sexuelles. Et quand elles mouraient, c'était une mort qui était subie, c'était une mort moche. Alors que les personnages masculins, eux allaient au combat, ils mouraient, c'était une mort héroïque. L'historienne Nicole Leroux parle de belles morts, de morts héroïques pour les hommes, les personnages masculins. Donc moi, voilà, je travaillais tranquillement, j'embêtais personne ne m'embêtait, sur mes reines du XVIIe siècle. Mais ce qui m'avait quand même frappé, c'était à quel point le corps féminin était érotisé sur scène, et à quel point il faisait l'objet de violences. Et en fait, quand j'ai commencé à découvrir, à lire Françoise d'Aubonne, c'est comme ça que je suis entrée par l'écoféminisme, j'ai vu le lien avec l'environnement, avec la nature. C'est là que j'ai compris le lien entre les violences que subissent les femmes et celles commises sur la nature. Et ça a été un déclencheur très important. Est-ce que vous pouvez juste nous redire le nom de la personne ou la femme qui luttait en Amérique du Sud tout à l'heure? Berta Cáceres. Berta Cáceres. Je pense que c'est bien ce genre de figure, donc c'est bien de connaître le nom. Je ne connaissais pas un peu. Marie Yamta Moussaman, vous avez créé les podcasts Afrotopique et Modernité africaine, comme on le disait, et donc ça représente à eux deux une bibliothèque de plus de 50 épisodes aujourd'hui. Et ça explore la question de l'utopie et de la diversité des modèles de société. Et ça vous est venu d'où cette envie d'explorer cette question avec cet angle-là? Oui, alors, donc depuis 4 ans, j'ai créé le podcast Afrotopique il y a 4 ans, et c'est vraiment une exploration, exploratoire, j'ai envie de dire. Au départ, c'est vraiment parti en fait, j'ai été frappée suite à un voyage au Tchad, un retour au Tchad 4 ans après l'avoir quitté, de retrouver mon pays, finalement un peu à l'arrêt, avec des chantiers publics qui n'avaient pas avancé depuis 4 ans. Et en faisant les liens, j'ai réalisé que c'est parce que la crise du pétrole est arrivée fin 2014, que plus de 90% du budget de l'État tchadien, il est abondé par les ressources fiscales de l'exploitation du pétrole. Et qu'en fait, tout le service public dépend de cet argent, que le service public, que tout, en fait, et qu'il n'y a pas de pays qui tient et qui fonctionne si on n'a pas cette ressource à exporter à un bon prix. Et en même temps, j'avais aussi ma prise de conscience écologiste, et je comprenais que c'était pas non plus un modèle viable, en fait, qu'on était aussi les premières victimes au Tchad, où j'ai déjà fait l'expérience de 53 degrés à l'ombre, que je ne recommande à personne. Ça a été vraiment une prise de conscience, et surtout le point de départ d'une recherche, en fait, sur ce qui pouvait exister en termes d'alternatives pour la construction, pour la manière de financer le budget de l'État, enfin vraiment toutes ces questions-là. Et je suis partie à la rencontre de chercheurs, de militants, de penseurs, de penseuses, de beaucoup de monde, et je continue aujourd'hui parce que c'est très fertile en réalité de penser depuis des espaces qui en fait concentrent les 3/4 de la population mondiale, qui ne sont pas des sociétés salariales, dans lesquelles on a une économie principalement qu'on appelle informelle, donc non conventionnelle, mais une économie populaire en fait, diront des militants, des théoriciens hétérodoxes, qui fonctionnent sur d'autres mécanismes. C'est pas que de l'économie de profit, en fait, c'est très riche. Et en fait, ça nous permet aussi, pour revenir à ici, parce que en fait, on n'est pas déconnectés, on vit sur la même planète, quoi. Et ça nous permet aussi d'aborder les questions que l'on se pose dans la transformation de nos modèles de société ici, de la transformation de nos manières de vivre, à partir de questions très concrètes, quoi. C'est comment est-ce qu'on loge, comment est-ce qu'on nourrit, comment est-ce qu'on habille, comment est-ce qu'on habite, comment est-ce qu'on se déplace. Des questions qu'on se pose ici, on se les pose aussi là-bas, mais on les pose à partir d'autres coordonnées, parce que quand on se déplace, ça bouge complètement. Et ici à Nantes, vous avez ce grand juriste spécialiste du droit du travail, Alain Suppiot, je pense, qui doit être un peu connu ici. Ouais. Qui a beaucoup abordé ces questions, mais c'est intéressant de mettre sa réflexion à lui
En perspective, parce que Alain Supiot, ce qu'il a montré dans son travail, c'est que, au fond, l'amélioration des conditions de vie dans les sociétés occidentales, elle a été principalement basée sur les conquêtes du droit du travail, parce que sinon tout le monde serait encore en train de mourir au fond des mines, sur la protection sociale et sur le service public. Et en fait, tout ça, c'est armaturé à en fait, la société salariale. C'est ça qui nous permet de construire ce type de société. Donc comment est-ce qu'on fait dans des sociétés où on a des dizaines de millions d'habitants, où on doit fonctionner différemment et penser une autre architecture de protection sociale qui n'est pas armaturée au salariat. Et je trouve que c'est des questions de recherche qui sont passionnantes et qui permettent effectivement cette mise en perspective et ces liens, ces fils que vous tirez en permanence. Bon bah voilà, transition ratée. C'est pas grave, on continue. En préparant avec Marie, bah oui, non mais complètement. Je me suis fait une transition à moi-même, donc ça pouvait pas marcher. Bon bah il commence à être tard aussi, je veux dire. En préparant, du coup, en préparant toutes les deux, en discutant ensemble avec vous, on s'est rendu compte qu'il y avait, et on n'en a pas forcément beaucoup parlé cet après-midi, des liens finalement assez étroits parfois entre la question des utopies et la question des violences, et qui était un peu double. Juste, j'envoie un message à la régie, il y a un petit tic-tic. Ok, est-ce que si on peut régler cette histoire, c'est vraiment cool, parce que c'est un petit peu déstabilisant. Et sinon, c'est pas grave, parce qu'on est par ailleurs très adaptable. Ouais, du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait un lien assez étroit entre la question des utopies et la question des violences. Que par ailleurs, quand on parle de personnes utopistes, souvent on imagine des licornes, des arcs-en-ciel et des tapis bisounours. Que je pense que si on vous en parlait à toutes les trois, vous diriez pas que c'est exactement ça la poursuite de votre utopie et que vous avez rarement croisé des licornes. Bon, ça peut-être on pourrait vous comprendre. Mais voilà, et que à la fois on peut payer le fait de s'engager pour des utopies de manière assez... on peut subir des violences pour ça, et on peut aussi être amené à en causer, à en produire pour se défendre, en tout cas pour lutter contre le statu quo. Marie-Emta Moussanom, on l'a dit, vous avez aujourd'hui 50 épisodes à votre actif, vous avez rencontré énormément de personnes. Est-ce que vous avez perçu dans les interviews que vous avez pu faire, que ce soit d'ailleurs conscient ou pas forcément conscientisé, une forme de violence subie chez les personnes qui vous ont raconté leurs utopies et qui vous ont raconté leur positionnement, parfois un peu à l'écart, parfois un peu en marge? Alors, pas directement. Enfin, j'ai jamais été confrontée à la question de la violence comme ça, frontalement, avec des intervenants ou les bâtisseurs d'alternatives. Mais en revanche, je crois que ce sont plutôt, la plupart du temps, des personnes qui sont en Afrique, enfin ça dépend, société contemporaine, africaine. On est confronté à des problématiques d'immédiateté, de survie. En fait, on est assez rapidement dans de l'action et dans du développement de stratégies, et on expérimente et on construit des choses, et en fait on fait, et ça n'est pas nécessairement en s'opposant, en faisant des manifestations, enfin, on n'est pas forcément sur le registre de la contestation face à éventuellement une potentielle violence d'État. Ou en même temps on l'est carrément pour lutter contre l'arrivée, je pense en ce moment au Sénégal où il se passe des choses assez violentes en soi. Oui, la rue et la jeunesse contestent la volonté du président sénégalais Macky Sall, qui avait pourtant été, pas refaire toute l'histoire, mais qui en tout cas essaye de modifier la constitution pour se présenter à un 3e mandat. Alors le Sénégal est très fier d'avoir eu des présidents, aucun coup d'État depuis son indépendance. Enfin, c'est vraiment un pays qui se distingue dans la région pour son caractère plus démocratique. Si les élections, on appelle ça la démocratie, mais oui, il y a de la contestation et oui, il y a de la contestation aujourd'hui et il y a des affrontements violents, il y a des morts en fait. Il y en a plus qu'ailleurs. Et on est sur un continent qui est globalement dans des sociétés qui sont confrontées à des formes de brutalité beaucoup plus extrêmes en fait, très rapidement.
Léna Lazare, sur cette question, sur ce lien entre utopie et violence, qu'est-ce que vous avez à en dire? Est-ce qu'il y a une forme d'évidence? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus le choix, en fait? Et du coup, on peut dire que ok. Peut-être pour commencer, sur la violence qu'on subit, en effet, j'ai l'impression que lorsqu'on commence à avoir un impact sur le système économique, le système politique actuel, etc., forcément, il y a de la répression, il y a de la criminalisation. Et je parlais d'alternatives radicales tout à l'heure. C'est vrai que parfois, en fait, au niveau des alternatives, il y a moins de répression. Mais c'est pour ça qu'elles sont vraiment connectées à la nécessité de se battre aussi contre le système actuel. Parce qu'on sait très bien que si on veut que tout le monde puisse bénéficier de ce qu'on est en train de porter en tant qu'alternative, il va falloir aussi faire en sorte que certaines industries ne peuvent plus exister, etc. etc. Donc pour moi, c'est vrai que dans tous les cas, quelle que soit la manière dont on lutte, si on veut vraiment faire advenir une société écologique, il y aura de la répression, il y aura de la criminalisation, et malheureusement, elle est en effet de pire en pire, et on oublie souvent de parler du fait qu'il y a des centaines de militants écologistes qui sont tués chaque année, et notamment en Amérique du Sud, mais peut-être que tu pourras développer. Et ensuite, sur la question de la violence, je pense qu'elle est assez intéressante. Enfin, moi, là, j'ai passé la semaine dernière à répondre sur plein de bateaux à des questions où forcément on vous accusez de violence. C'est ça, apparemment, qui légitime la dissolution. Mais donc là, c'est intéressant, parce que c'est vrai que ceux qu'on qualifie de violence, c'est toujours des opposants politiques, surtout lorsque c'est le pouvoir qui nous qualifie comme tel, et on a qualifié de violentes les actions des soulèvements de la terre, qui sont quand même déjà des actions de dégradation envers des biens, si on prend des termes juridiques et qu'on ne parle pas de désarmement. A priori, la violence, c'est toujours envers les êtres vivants, pas envers les machines. Donc déjà, une première chose. Et ensuite, c'est vrai que je pense qu'il y a toujours une réappropriation de la violence dans les mouvements sociaux, et qu'il ne faut pas oublier que cette violence-là, c'est une réponse à une violence qui est bien plus grande, instituée, systémique, et qu'on ne peut pas en fait les mettre toutes les deux on ne peut pas mettre la violence d'État et la violence de certains militants sur le même niveau. Ce n'est pas possible. Et là-dessus, il y a une notion qui est quand même assez intéressante, et justement, on a voulu en parler dans le petit livre des soulèvements qui, je crois, sera sur la table de la librairie des Bien-Aimés à la fin. C'est la notion de contre-violence, donc un terme qui a été inventé par Françoise de Bonne, et qui pour moi fait vraiment lien avec cette notion de désarmement je suis quand même très heureuse de voir qu'elle est rentrée un peu dans le langage courant, que les journalistes la reprennent, etc. Et que maintenant, voilà, on parle moins de sabotage, même si le sabotage, ça peut être un très beau mot. Enfin, le fait de mettre des sabots dans les machines, dans les usines, pour avoir des grèves efficaces, c'était un geste très beau. Mais c'est vrai que là, dans le cadre de nos actions contre le ravage écologique en cours, ça me semblait important d'avoir des nouveaux mots. Et cette notion de contre-violence, elle me semble aussi très importante. Et voilà, résumer un peu ce que j'ai dit sur la violence d'État, la violence systémique et la violence des opprimés en réaction à cette violence-là, qui est nécessaire pour pouvoir obtenir des changements de société, malheureusement. Delphine, peut-être une réaction aussi sur le lien utopie-violence. Oui. Ok. En fait, oui. D'autres exemples, tu parlais d'Amérique, effectivement, j'avais en tête aussi d'autres pays. Je pensais à l'Argentine, justement, où il y a 4-5 ans, l'usine Monsanto a essayé de s'implanter une fois encore dans une zone vraiment pauvre, déjà très défavorisée. Et cette implantation, c'était implanter une usine chimique, faire également entrer des camions tout le temps dans cette zone-là. Ce sont les maires qui sont montés au créneau. Tu parlais de violence. Effectivement, elles ont été criminalisées aussi, mais qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles se jetaient devant les camions pour empêcher les camions de passer. Donc la violence, elle disait, voilà, on est déjà assez pauvre, on n'a pas encore rajouté une couche de pollution. Elles ont fini par gagner, l'usine s'est déplacée, mais quand elles en parlent, dans les témoignages, elles ont encore les larmes aux yeux en disant, voilà, on a risqué notre vie pour... On a fait face à Monsanto, mais au péril de nos vies.
j'entends, c'est qu'il y a un lien quelque part, l'utopie, forcément ça confronte, et peut-être de confrontation avec le monde actuel en fait, ça demande au monde actuel de s'effacer, de disparaître, et que donc ça peut être interprété parfois comme violence. À vous écouter, j'ai aussi l'impression que dans vos engagements ou dans vos travaux, toutes les trois, vous évoquez le pouvoir de la transmission, du passage de relais, du lien. Et voilà, j'ai envie de demander à quelle figure vous avez envie de rendre hommage aujourd'hui. Et après, on passera aux questions-réponses du public parce que l'heure tourne et je pense que c'est vraiment important sur cet échange que vous puissiez aussi avoir la parole. Donc, on va, voilà, il y a des micros qui vont circuler dans la salle. Vous pouvez commencer d'ores et déjà à préparer vos questions. Alors, qui commence? Qui se lance? Moi, j'ai envie de rendre hommage à Famage, pardon. Voilà. On se refait pas. On parle de mots, etc. De la réappropriation du langage, c'est important. Moi, je pense à toutes les anonymes en fait qui sont dans les mouvements sociaux, les mouvements écologistes. C'est vrai qu'on me pose souvent cette question-là, des figures, etc. Bien sûr qu'il y en a, bien sûr que c'est hyper inspirant de lire Françoise Daubonne, de savoir qu'elle a caché pendant longtemps le fait que voilà, elle avait été jusqu'à mettre une bombe dans le chantier de Fessenheim pour faire en sorte que cette centrale nucléaire n'advienne pas et qu'en plus voilà, elle avait vraiment une vie en accord avec ce qu'elle écrivait. Mais en fait, les luttes écologistes, elles sont constituées de nombreuses femmes qui font un travail qui, en plus, comme dans toutes les parts de la société, est souvent invisibilisé parce que on voit quand même que les hommes ont toujours quand même tendance plus à se mettre en avant, à être dans les rôles de pouvoir, même dans les luttes, et que ce qui fait qu'une lutte fonctionne, c'est pas seulement les coups d'éclat, les grandes actions, etc. C'est aussi vraiment tout un travail au quotidien, de réunion, de faire le lien sur un territoire qui est menacé, etc., etc. Et il y a tellement de figures inspirantes dans les luttes, et je suis très contente que via le mouvement des jeunes en grève pour le climat, justement, il y a eu... Enfin, bon, après, c'est marrant parce que du coup, ça a été vu comme quelque chose d'exceptionnel, etc., alors que bon, ça devrait être normal, mais qu'il y a eu beaucoup de porte-parole de ce mouvement qui étaient des femmes, et qu'on ait enfin visibilisé les femmes dans ce mouvement-là. Ça m'a semblé très important, et je suis fière de faire partie aussi de ce mouvement qui est surtout constitué de non-hommes cisgenres. Merci. Marie-Eva. Alors moi, je pense à une jeune chercheuse qui est également, elle est docteur en anthropologie politique, je ne sais pas comment on dit dans une phrase, et elle est également militante écolo sénégalaise. Elle a soutenu sa thèse à l'EHESS et elle était militante à Alternativa. Et quand elle est rentrée au Sénégal, en fait, elle a organisé les premiers camps climat du Sénégal pour former et sensibiliser la jeunesse aux questions écologiques. À côté, elle est prof à l'université et elle travaille également dans une ONG qui organise en fait la gestion participative des ressources naturelles en soi, qui lutte contre la déforestation en proposant des alternatives et qui s'appuie sur toutes les pratiques paysannes des femmes et des communautés de la région. Donc en fait, elles ont créé des chaînes de valeur qui valorisent les produits des arbres fruitiers, etc. Enfin, ils ont trouvé plein de trucs hyper intéressants. Je suis partie visiter leur terrain, les lieux sur lesquels ils travaillent. Par exemple, ils vont confier la pépinière à des agriculteurs, donc ils vont simplement planter sur peut-être 2 mètres carrés, faire pousser plein de plants des arbres fruitiers qui seront ensuite replantés par les communautés. Et ça coûte rien aux agriculteurs parce qu'en fait de toute façon ils vont arroser à cet endroit-là. Enfin, c'est que des trucs hyper smart et je trouve qu'en plus de ça, elle arrive à accrocher, à penser une écologie, parce que c'est vraiment les questions sur le continent africain. Comment est-ce qu'on pense une écologie populaire, qui soit pas une écologie qui dit simplement pas de sacs plastiques et on arrête les SUV, mais plutôt une écologie qui s'enracine et qui s'ancre dans les formes de vie qui sont encore les formes de vie d'une grande partie de la population qui n'est plus la majorité, qui est devenue urbaine, mais c'est
c'est hyper riche et elle pense cette articulation, finalement, le réenchâssement, le réencastrement de l'économie dans l'écologie et ça c'est très concret en fait, parce que c'est tout simplement en fait comment est-ce qu'on construit des modèles économiques de vie, une écologie soutenable qui soit pas juste des mots. Alors le suspense est insoutenable, du coup, elle s'appelle comment? Je l'ai pas dit encore. On attendait. Alors, non mais en plus, alors, vous pourrez la découvrir dans c'est pas encore sorti, mais ça sort cet été, une grande série de podcasts et de vidéos que je sors en collab avec la chaîne Histoire Crépue, qui parle d'histoire coloniale, c'est Boy Vrenon. Je sais pas s'il y a des fans dans la salle. Il y en a. Voilà, et Mariama Diallo, en fait, du coup, c'est notre dernière intervenante. Elle s'appelle Mariama Diallo, retenez bien son nom, elle va aller très loin. Et voilà, elle vous parlera d'une écologie populaire africaine et ça sortira fin août. Merci bien. Avant qu'on finisse. Moi, je vais rester en Afrique aussi. Alors, moi, ma figure, la personne à laquelle j'aimerais rendre un hommage, en fait, ce serait ma grand-mère africaine qui a vécu toute sa vie en Afrique, qui ne parlait pas le français, qui ne savait pas lire, pas écrire, mais qui a compris qu'il fallait envoyer ses enfants à l'école, tous ses enfants, y compris ses filles, et surtout ses filles. Donc voilà. Merci à tous les trois déjà. Ouais, merci à tous les trois. Peut-être qu'on vous applaudir encore une fois. Vous pouvez retrouver les autres conférences du Festival 2023 des Fameuses consacrées aux utopies féministes sur le site internet lesfameuses.com. Si vous souhaitez adhérer, donner ou collaborer avec l'association Les Fameuses, n'hésitez pas à les contacter sur Instagram @lesfameuses_, sur LinkedIn ou sur Facebook. Merci pour votre écoute.